Les bienvenus sur ce webinaire proposé par l'Express Éducation et Subtertiaire, l'école spécialiste des métiers de l'immobilier. Alors, le thème de notre rendez-vous ce soir, réinventer la ville de demain. L'immobilier ne se résume pas qu'à vendre des logements. On va voir avec nos intervenants comment les métiers de l'immobilier participent à la fabrication des villes de demain. Alors, des intervenants que je vous présente tout de suite. Nous avons avec nous ce soir Charlotte Lepoutre. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Christophe, merci Vous êtes, de me recevoir. vous êtes directrice générale de Subtertiaire. À vos côtés, Frédéric Grossem. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christophe. Vous êtes professionnel de l'immobilier en région lyonnaise et on va découvrir avec vous le métier justement, un métier clé dans l'immobilier, le métier de développeur foncier. Et puis on aura aussi un retour d'expérience d'un jeune étudiant, Lucas Vandael. Bonsoir Lucas. Bonsoir Christophe. Bienvenue. Alors vous êtes étudiant en bachelor 3, responsable d'affaires immobilières sur le campus de Lyon. Vous êtes en alternance chez Mercier Immobilier, où vous êtes justement développeur foncier junior. Voilà, donc ça va être intéressant aussi de vous entendre et d'avoir votre retour d'expérience. Voilà. Soyez les bienvenus, vous qui nous regardez. Sachez que ce rendez-vous, on souhaite qu'il soit interactif. Alors comment interagir avec nous? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Fanelli, qui est la modératrice de ce chat, vous attend dans l'espace discussion. L'espace discussion, vous cliquez tout simplement sur l'icône discussion qui se trouve sur votre droite et vous entrez donc dans cet espace, un espace chat tout à fait classique. Voilà, vous avez cette petite barre où vous pouvez écrire vos messages. N'hésitez pas à abuser justement des questions, à abuser des remontées ce soir, des commentaires. Ce rendez-vous, encore une fois, il faut qu'il soit interactif pour justement répondre à toutes vos questions. Alors, justement, Fanelli vous a posé une première question dans le chat. On aimerait bien savoir d'où vous venez et qui vous êtes aussi. Est-ce que vous êtes lycéen? Est-ce que vous êtes parent de lycéen? Est-ce que vous êtes déjà en études supérieures? Dites-nous en tout cas qui vous êtes. Et il y a Daniel qui nous dit qu'il vient du Honduras. Alors, je ne sais pas si Daniel il nous regarde déjà du Honduras. En tout cas, bienvenue Daniel. Et c'est le bon réflexe. Voilà, profitez-en et échangez avec nous. Donc, dans le chat tout au long de ce webinaire. Voilà. Derrière chaque immeuble neuf, chaque quartier en réhabilitation, se cachent des professionnels qui imaginent, négocient et façonnent la ville de demain. Alors, ce sont des promoteurs, des développeurs fonciers, des architectes, des élus locaux. Ils collaborent ensemble pour transformer nos villes. Et on voulait ce soir faire un zoom tout particulier sur un métier clé du secteur de l'immobilier, développeur foncier. Et pour ça, on est avec vous, Frédéric, puisque vous êtes directeur des opérations chez Mercier Promotion. Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes dans le secteur de la promotion immobilière. Déjà, Frédéric, en quelques mots, parce qu'on a avec nous des étudiants. On a même, Axel qui est enseignante. Voilà, pas forcément des gens qui sont habitués au secteur de l'immobilier. C'est quoi un développeur foncier? Alors c'est tout simple, en fait, ça fait partie des nombreux métiers de la promotion immobilière. Le développeur immobilier, c'est un peu celui qui est la genèse du programme immobilier, puisqu'il intervient tout en amont, en fait. C'est tout simplement celui qui identifie un terrain, donc ce que nous on appelle un foncier. Souvent, ils identifient ces terrains au travers du PLU, donc c'est des documents qui sont consultables en mairie, sur lesquels il y a des zones de construction qui sont définies par des organismes tels que le SCOT, en concertation bien sûr avec la mairie. Et puis, ces zones, elles vont définir des constructibilités qui sont définies très précisément. Dans ce contexte-là, en fait, la plupart du temps, on va rencontrer les communes pour bien être sûr que ce qui est défini dans les pièces écrites, ça c'est vraiment le premier travail du foncier pour définir que ces pièces écrites soient réelles et correspondent à la volonté politique de la commune, parce que parfois ça peut différer, effectivement, puisqu'on sait que le maire reste le roi dans sa commune, entre guillemets. Et puis une fois que tout ça c'est bien vérifié, en fait, nous on va tout de suite se présenter auprès des propriétaires qui sont susceptibles d'être vendeurs, ou en tout cas qui ont une potentialité de vente. Alors bien sûr, ça se fait toujours dans un échange de rencontres, avec définir les envies du propriétaire, savoir quel est son projet, et puis à terme, on va définir un équilibre financier entre la constructibilité qui est autorisée par la mairie, et puis les souhaits aussi, les attentes du propriétaire, ce qu'il attend financièrement de son bien. Et si finalement il y a un consensus qui est trouvé, à ce moment-là, simplement, on va définir une commercialisation, trouver un accord avec le propriétaire, et puis déposer un permis de construire. Et si la commercialisation va jusqu'au bout, à ce moment-là, le programme prendra vie, tout simplement.
Bah, c'est bien, c'est clair, on voit bien, on a quelques images, voilà, de ce métier de développeur foncier. Un métier qui évolue dans un contexte, dans ce secteur de l'immobilier un peu particulier aujourd'hui, justement. Voilà, quel est le contexte actuel et quels sont les enjeux? Alors aujourd'hui, on a d'abord un enjeu qui est principal et qui est dicté aussi par la réglementation européenne, puisqu'aujourd'hui, on a une loi qui s'appelle la loi Résilience et Climat, qui donne aussi, qui a donné vie aussi à une autre loi qui s'appelle la loi ZAN, donc c'est la zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050, qui prévoit en fait qu'on limite les constructions simplement parce qu'il y a un enjeu écologique, comme tout le monde le sait, et aussi dans d'autres secteurs. Cet enjeu-là, il vise à diviser la constructibilité des terrains de 50% d'ici 2050. Et forcément, face à ce contexte-là, le promoteur, il doit se réinventer. Donc, tout simplement, on a bien sûr des enjeux politiques, parce qu'il faut que les communes, elles trouvent aussi, elles continuent à prospérer, évoluer, pouvoir accueillir des nouveaux arrivants de leur commune, mais à la fois, il faut le faire avec moins de foncier. Donc, il y a des solutions qui sont dans les typologies de construction, travailler plus sur la verticalité, par exemple, alors que jusqu'à maintenant, on avait un étalement urbain qui était horizontal. On voyait souvent autour des grandes villes apparaître la première, la seconde et la troisième couronne, qui aujourd'hui sont un petit peu plus délaissées. Et puis, bien sûr, il y a aussi une volonté réglementaire, on va dire, au travers des nouvelles réglementations thermiques qui visent aussi à limiter les émissions de carbone et les dépenses énergétiques. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et après, bien sûr, ce marché-là, il est dicté aussi par la loi de la finance, parce que malgré tout, pour acheter un bien, il faut pouvoir le financer. Et bien sûr, la situation des marchés financiers joue énormément. Donc voilà un petit peu aujourd'hui les enjeux actuels. Ouais, c'est important de comprendre ces enjeux, évidemment, lorsqu'on souhaite eh bien faire ce métier. Alors, le thème ce soir de ce webinaire, c'est réinventer la ville de demain. En quoi ce métier de développeur foncier participe justement à réinventer la ville de demain? En fait, d'abord, dans un premier temps, il faut bien identifier que les communes ne sont pas des spécialistes de l'immobilier. Elles sont en contact avec des organismes tels que le SCOT, qui sont des organismes qui permettent de redéfinir le territoire. C'est une volonté politique qui est traduite par le SCOT auprès des communes pour pouvoir, dans un premier temps, définir quelles sont les zones qui vont être développées dans les communes. Forcément, comme ces communes-là ne sont pas des professionnels, quand nous, on interagit en tant que développeurs auprès des communes, entre leurs desiderata et la réalité, déjà, nous, on va pouvoir on va leur donner une explication, leur permettre d'adapter leurs desiderata et de leur dire, nous, par rapport aux contraintes qu'on a, qu'est-ce qui est possible ou pas possible de faire. Alors forcément, on va impacter le paysage urbain, parce que ainsi demain, on ne peut pas s'étaler à l'horizontale, on va proposer des solutions verticales à la commune qui peuvent aussi impacter le voisinage. Dans un deuxième temps, on va aussi avoir, actuellement, on le voit beaucoup, par exemple, avec la mobilité, beaucoup de lois sur la mobilité. Typiquement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de local vélo qui sont imposés. L'apparition des véhicules électriques nous impose de fabriquer des IRVE, ce qu'on appelle en fait des stations qui permettent de recharger maintenant dans les parcs privés des véhicules. Donc ça, c'est des choses. Et puis après, il y a bien sûr aussi toute la biodiversité qu'on veut préserver au travers du coefficient d'emprise au sol. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en fait, c'est l'emprise de la construction, ce que va occuper la construction sur le terrain en termes d'emprise. Il y a encore très peu de temps, on essayait d'occuper le plus de terrain parce qu'on voulait faire du logement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on a un terrain, on va peut-être limiter à 30% ou 40% pour essayer de laisser des poumons verts en ville. Donc, on voit bien qu'entre les discussions qu'on peut avoir entre la commune et le professionnel, d'un coup, il y a un consensus qui va se trouver. Le professionnel va vouloir construire un peu plus, parfois la commune un peu moins, mais il faut qu'il y ait un équilibre pour que le projet soit viable, tout simplement. Lucas, juste un mot, on entendra tout à l'heure votre parcours et vous nous direz pourquoi vous avez choisi le secteur de l'immobilier. Mais sur cette thématique de réinventer la ville de demain, si vous nous rejoignez, Lucas et des développeurs fonciers juniors, donc en alternance, est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait, qui a été un élément de motivation pour rejoindre cette filière? Bien sûr, pour moi, le développement foncier, c'est beaucoup de stratégie et pouvoir anticiper les besoins et repérer les opportunités des villes. Et puis après, on va monter tout ce qui est projet et on va urbaniser des communes, créer des logements avec une notion de social, d'environnement, d'écologie. Et c'est quelque chose d'intéressant pour une vision d'une ville de demain. Important, effectivement, c'est quelque chose qui vous a motivé, vous, Lucas, en tout cas. C'est ça. Frédéric, pour faire encore et mieux découvrir ce métier, quelles sont les missions? Parlez-nous un petit peu de votre quotidien.
Alors, le quotidien, tout simplement, il commence par la lecture du PLU. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, même si c'est des pièces qui sont très importantes, souvent, c'est entre 200 et 300 pages. Alors, on lit pas tout, mais il faut adapter. Enfin, il faut avoir une lecture en diagonale. Bien sûr, une compréhension des enjeux de la commune. Donc, ça passe par la rencontre des élus. Donc, les rencontres se font souvent par opportunisme, hein. En fait, simplement, quand on est en contact avec un propriétaire, très vite, on va aller rencontrer la commune pour comprendre les enjeux. Il y a plusieurs enjeux, hein. Parfois, les communes peuvent être en train de réaménager, par exemple, une station d'épuration et ils ne peuvent pas donner la possibilité au dépôt de permis de construire. Parfois, les communes n'ont pas de foncier, donc vont vouloir pousser un peu sur la rénovation. Et parfois, ça peut être une autre spécialité de notre métier. Donc, effectivement, il y a ce jeu de prospection, la rencontre avec les élus, bien sûr, un quotidien avec les propriétaires. Aujourd'hui, on a quand même un jeu de rencontre avec de la prospection pure et dure. Après, il y a aussi un tissu de relations qu'on doit créer avec les différents acteurs économiques, comme les géomètres, les architectes, les notaires, bien sûr les agents immobiliers, et après aussi, j'allais dire parfois même les petits commerces, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on va faire nos courses dans une petite commune, quand on va manger au restaurant, le développeur foncier au quotidien, il doit montrer qu'il existe pour pouvoir avoir le maximum d'informations. En fait, on est un peu des enquêteurs pour savoir qu'est-ce qui se vend. Et puis après, bien sûr, nous aussi, notre but, c'est de travailler sur le marché et l'analyse de ce marché. Donc, on va définir des prix moyens qui vont nous permettre d'affiner les bilans financiers qu'on va réaliser, tout simplement, et rendre financièrement possible l'opération ou pas. Pour bien comprendre votre métier, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet qui vous a marqué, sur lequel vous avez travaillé? Pour le mettre en relation avec le thème qui est de réinventer les villes, je peux vous dire que quand j'ai commencé mon métier de développeur foncier, le premier dossier qui m'avait été donné, c'était donc sur le secteur proche de Saint-Étienne. J'avais trouvé un foncier qui était la Grand Croix, pour ne pas le citer. Et sur ce dossier-là, on avait une volonté de la mairie de faire des logements qui étaient éco-responsables. C'est un grand mot, mais en fait, aujourd'hui, il y avait une vraie volonté de la commune d'être le fer de lance de cette typologie de construction. Finalement, c'était de l'habitat individuel, mais avec de la maison bois, de l'isolation par l'extérieur. Donc, il y avait souvent aussi une volonté d'être précurseur sur les matériaux et la façon de construire. Et en fait, très vite, on est allé très loin avec de la pompe à chaleur, des maisons avec des arbres qui étaient très spécifiquement pour pouvoir protéger du soleil, des typologies de bois, des jardins maîtrisés, des voiries qui n'étaient pas forcément systématiquement enrobées, mais avec une volonté d'avoir des voiries qui étaient plutôt sur des matériaux composites. Et en fait, dans cet ensemble-là, il a fallu trouver un équilibre financier. Donc, si on comprend bien, vous participez aussi donc à la réalisation des bâtiments du futur avec, vous l'avez dit, des matériaux écologiques et biosourcés? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, en tant que développeur foncier, on établit un bilan. Quand on établit un bilan, c'est-à-dire qu'on spécule sur le futur coût. Il faut savoir qu'une opération, enfin un développeur, il travaille sur une opération qui ne sortira pas avant 3 ans. Quand nous, on initie le terrain, en fait, le bâtiment sortira dans 3 ans. Donc, on doit déjà voir à long et on doit faire de la veille sur la réglementation thermique, sur tous les types de réglementation, mais aussi sur les matériaux. Parce que quand on définit un prix, si on n'a pas conscience des évolutions des matériaux qu'il y a sur le marché, on va parfois avoir un prix erroné. Et le jour où en fait on aura mené à bien le projet, j'allais dire entre guillemets le projet qui est théorique, et ben d'un coup, quand il va devenir une réalité et qu'on va consulter, si nous on a mal identifié les coûts de construction, on peut se retrouver avec un projet qui d'un coup ne devient pas viable parce que finalement l'assiette financière envisagée pour le coût des travaux ne correspond pas à la réalité à N+3, tout simplement. Alors, on a une question d'Axel pour vous, Frédéric. Axel qui est enseignante et qui souhaiterait savoir, est-ce que vous observez des demandes pour des habitats alternatifs, habitats partagés par exemple? Et si oui, est-ce qu'il y a des réponses concrètes de la part des promoteurs et des décideurs politiques? Alors, c'est un peu particulier parce que l'habitat partagé, aujourd'hui, c'est souvent des logements inclusifs, donc on peut avoir des résidences qui sont intergénérationnelles. Il y a une vraie volonté politique de le faire et une volonté des communes. Ça, c'est une évidence. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi un modèle économique. Et en fait, aujourd'hui, nous, on s'aperçoit que quand vous faites une résidence gérée ou intergénérationnelle, en fait, il faut qu'il y ait un investisseur de base. Parce que ce n'est pas le promoteur qui va détenir les murs. Donc d'abord, il faut qu'il trouve un investisseur. Et l'investisseur, lui, il a une notion de rentabilité. Malheureusement, c'est une réalité. Et en fait, aujourd'hui, on a des organismes qui existent. Alors, la problématique vers laquelle on se tourne, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique ne fonctionne pas en dessous de 60 logements. Ça veut dire que si vous ne faites pas un logement, enfin, un groupement immobilier de 60 logements, ça ne marche pas. Depuis 5 ou 6 ans, on voit apparaître sur le marché, un peu moins de 10 ans, des nouveaux organismes comme, pour ne pas les citer, Maison Marguerite, qui essayent de faire du logement inclusif avec 10, 15 logements. Alors, ça commence à prendre, mais la problématique qu'on a, c'est toujours la financiarisation.
Alors, on découvre ce soir donc ce métier de développeur foncier et on va découvrir ensuite donc les autres métiers de l'immobilier qui participent justement à réinventer la ville de demain. Et on va vite comprendre finalement que l'immobilier ne se résume pas qu'à vendre des logements. Vous allez vite le comprendre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas et continuez à interagir dans le chat. Dites-nous justement un petit peu vous ce que vous attendez un peu de ces métiers de l'immobilier, comment vous les voyez, quelle vision vous en avez, et est-ce que vous pensez que justement ces métiers peuvent réinventer la ville demain? On est curieux de le savoir. On a fait connaissance avec Frédéric ce métier de développeur foncier. Quelles sont les compétences clés pour réussir dans ce métier? Aujourd'hui, le métier de développeur, c'est, enfin nous, Lucas le confirmera, mais en tout cas, nous, on appelle ça un métier de frustration. En fait, il faut énormément de pugnacité. En fait, c'est ce qu'on rappelle souvent. En fait, le développeur, c'est pas quelqu'un qui a de la chance. En fait, c'est quelqu'un qui, au travers du volume qu'il va réaliser, va trouver la petite épine, la petite épingle dans la botte de foin. En fait, aujourd'hui, il faut avoir un esprit analytique. Il faut avoir une vision globale du métier, ne pas avoir une vision vraiment trop macro. Il faut être endurant et bien sûr, il y a la qualité sociale. Aujourd'hui, on rencontre le lundi, vous pouvez être avec un avocat, un notaire pour régler des conflits ou simplement signer une promesse. Donc, il y a quand même un aspect juridique et une vision d'ensemble. Le mardi, vous pouvez très bien être avec un monsieur propriétaire terrien qui va avoir 60, 70 ans, 80 ans parce que malgré tout, c'est une réalité et il va falloir l'écouter, l'accompagner et surtout aussi avoir de l'empathie. Et puis après, bien sûr, il faut avoir un esprit d'organisation parce que quand vous gérez un volume de 1000, 1200 terrains, et ben, ça représente énormément de numéros de téléphone, énormément de propriétaires, beaucoup de communes. Et si on n'est pas capable d'avoir un esprit analytique et d'organisation, très vite, on va se sentir noyé. Sachant que tous les matins, nous, quand on commence une journée, Lucas le confirmera, mais on repart de zéro. Ouais, Lucas, on veut bien. Ouais. Voilà, Lucas, vous pouvez réagir. Voilà. Bien sûr, non, mais je confirme ce que Frédéric est en train de dire. Nos journées, elles sont variées, elles ne se ressemblent pas. Et comme il dit, on arrive le lundi à 9 h, on peut être content car on a une bonne nouvelle. Le mardi, on peut déchanter parce qu'on a l'appel du maire qui veut annuler le projet, qui veut pas faire 30 logements mais 20. Du coup, nous, le projet tourne plus. Donc oui, nos journées ne se ressemblent pas et on recommence à zéro tous les jours. Merci pour ce témoignage, Lucas. Alors, comment accéder à ce métier et au métier de l'immobilier qui participe à fabriquer donc la ville de demain? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir avec vous, Charlotte. On va faire connaissance donc avec Subtertiaire, une école justement qui forme à ces métiers de l'immobilier. Tout à fait. Je vous parle quelques minutes de Subtertiaire. Allons-y. J'ai préparé une petite présentation pour que tout le monde puisse suivre plus facilement. Hop. Voilà, je pense que mon écran s'affiche. Hop. Voilà. Donc simplement donc Subtertiaire, donc qui est l'école dans laquelle Lucas fait son bachelor. Donc Subtertiaire, c'est une école où on croit tous fermement à la chance que chaque étudiant motivé a de pouvoir réaliser son potentiel professionnel et donc de pouvoir trouver le métier de ses rêves, on va dire, dans l'immobilier ou dans la gestion de patrimoine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Dès lors qu'un étudiant est motivé, quels que soient ses moyens, il a le droit d'avoir la chance de réussir dans ce domaine. Voilà. Donc aujourd'hui, on est présent un peu partout en France. On a 7 campus en propre et on est également partenaire avec 2 établissements à Toulouse et Bayonne. Donc ça nous permet de couvrir la France entière et on fait facilement des passerelles entre campus parce qu'on sait qu'on bouge de plus en plus. Notre campus historique étant Paris, puisqu'on existe depuis 30 ans. Donc 30 belles années, mais voilà, on a pas mal innové ces derniers temps pour rester à la page et on a été élu depuis 2 années de suite meilleure école d'immobilier sur la base des avis étudiants,
on a également des labels sur l'expérience collaborateur, l'expérience on essaye de satisfaire un peu toutes les parties prenantes de l'école et nos diplômes. On a un bachelor, donc qui est le 3e bachelor, meilleur bachelor en immobilier. Donc et on a en master le 13e meilleur bac+5 en immobilier. Voilà, donc on a vraiment à proposer des formations de qualité pour nos étudiants. Donc pour vous les présenter très brièvement, on part du BTS Profession immobilière, qui est la première clé d'entrée au sein de notre école et au sein des métiers de l'immobilier, avec plutôt des débouchés dans les agences immobilières ou chez les bailleurs sociaux, mais voilà, sur des métiers de la vente ou de la gestion. Voilà. Ensuite, on peut choisir de continuer, comme l'a fait Lucas, qui a eu son BTS chez nous, en bachelor, donc bachelor responsable d'affaires immobilières, où là, on va se destiner plus à des postes de responsable, de manager, voire d'entrepreneur, si on veut créer son agence, puisqu'il y a des cours de création d'entreprise. Et on peut aussi choisir, après le BTS, de faire un bachelor en finance, conseiller financier. Donc, il y a de l'immobilier, mais pas que. Là, on veut s'ouvrir un petit peu à des métiers où finalement, on va faire un conseil en investissement plus large avec tout ce qui est aussi banque, assurance et courtage. Et puis, on peut décider de poursuivre en master. Alors, Lucas poursuivra sûrement sur un master pour travailler en promotion immobilière. C'est souvent ce qui est recommandé. Voilà, donc c'est des métiers qui sont assez techniques et qui demandent un certain bagage. Donc, quand on arrive en master, c'est pour se spécialiser sur des métiers. L'agence immobilière, on s'arrête au bachelor, c'est très bien. Si on veut se spécialiser, donc pour devenir développeur foncier, comme on parle aussi, ou alors responsable de programme, qui va être la gestion de la construction de A à Z d'un immeuble, ou encore responsable des ventes, par exemple, d'un immeuble en construction ou d'un immeuble neuf. On peut aussi choisir de se spécialiser pour travailler chez de gros bailleurs, notamment bailleurs sociaux. Et donc là, on va avoir un poste de responsable sur tous les types de postes qui peuvent exister chez un bailleur, que ce soit la construction, la gestion technique, financière d'un parc immobilier. On a un parcours qui est plutôt axé gestion d'un patrimoine immobilier, d'un point de vue aussi financier, pour arriver à valoriser un bien immobilier, où là, on va être plutôt un directeur des investissements, un directeur du patrimoine. Et enfin, on a un master en conseil en gestion de patrimoine, où là, le but, c'est de devenir gestionnaire de patrimoine et on va avoir à la fois une partie conseil en immobilier, mais aussi conseil plus globalement sur tout le patrimoine financier d'une personne. Et donc, ça peut être comment placer son épargne, comment investir dans certains produits comme de l'assurance vie ou des placements, des actions en bourse. Voilà, donc ça, c'est pour nos formations. Donc, on va du BTS au bac+5 sur l'immobilier principalement et avec 2 formations connexes en gestion de patrimoine. Et donc, voilà, pour nous rencontrer, on fait des journées portes ouvertes sur tous nos campus. Et si vous êtes intéressé, donc il faut passer un concours pour les bachelors et les masters et un entretien de positionnement pour les BTS. Avec donc nous une sélection très forte, parce que quand on sélectionne un étudiant, c'est pour le présenter derrière à nos entreprises. Et là, alors on peut faire en initiale ou en alternance, on reviendra peut-être après sur les rythmes, mais surtout c'est pour donc quand on sélectionne un étudiant, c'est qu'on s'engage à le présenter à nos entreprises. Donc on s'engage à présenter des étudiants qui sont motivés et professionnels, qui ont déjà une posture professionnelle, qu'on va accompagner pour muscler cette posture. Mais voilà, donc nous, on est aujourd'hui encore la seule école à proposer un accompagnement aussi poussé des dires de nos étudiants. Mais je les crois, voilà, on est vraiment derrière nos étudiants. Mais pour ça, il faut une relation de confiance. Donc, la sélection à l'entrée est faite vraiment sur la motivation et la posture professionnelle.
Voilà, et je laisse les coordonnées de nos campus pour ceux qui voudraient prendre des notes et ceux qui seraient intéressés. Voilà, vous pouvez faire des photos, des captures d'écran pour avoir justement les coordonnées, les numéros de téléphone des différents campus donc de subtertiaire. Merci pour cette présentation, Charlotte. Pour revenir un petit peu au thème finalement de réinventer la ville de demain, comment vos formations justement s'adaptent, voilà, à ces nouveaux enjeux? Oui, alors c'est un thème qui nous est très cher chez Subtertiaire, puisqu'on est les premiers à avoir déposé un master en habitat social et durable, avec vraiment l'objectif de former des managers, les managers de demain, à construire plus durablement, à gérer plus durablement et à faire en sorte d'inclure toutes les populations et à les faire vivre ensemble. Donc, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on continue de faire évoluer chaque année, et c'est une distinction qu'on a par rapport à d'autres écoles sur ce point-là. Et on a de nombreux partenariats avec des bailleurs sociaux, mais aussi d'autres entreprises plus globalement. Et dès le bachelor, dès nos diplômes, alors BTS, on est un petit peu contraint, c'est un diplôme d'éducation nationale. Donc, heureusement, on fait comme toutes les autres écoles. Par contre, voilà, dans notre bachelor, on inclut aussi les problématiques de développement durable et on sensibilise tous nos formateurs à ces questions-là. Alors, il y a le côté formation, on a vu le catalogue de formation, puis il y a aussi l'acquisition des soft skills. Comment vous travaillez justement voilà, sur ces soft skills? Oui, alors c'est un peu la particularité de Subtertiaire aussi, c'est qu'on ne vient pas forcément exactement comme on est. Il y a notamment une tenue professionnelle qui fait parfois un petit peu râler les étudiants, mais on insiste beaucoup sur le fait d'avoir une tenue professionnelle à l'école, en entreprise, et de finalement arriver en entreprise comme si on était dans son école, comme si on était en entreprise. Voilà, l'idée, c'est vraiment de responsabiliser les étudiants. Quand ils commencent leur alternance, ils deviennent des professionnels en formation. Et tous leurs formateurs sont des professionnels de l'immobilier, sont des professionnels qui sont en exercice pour la plupart, ou qui ont 20 ans dans le métier et qui peut-être se sont concentrés sur l'enseignement, mais qui du coup ont un gros réseau dans l'immobilier et sont leurs futurs recruteurs ou leurs futurs partenaires de travail. Donc pour nous, c'est important que les étudiants se projettent déjà et que dès l'école, ils puissent constituer leur réseau professionnel, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive derrière à évoluer. Peut-être que Frédéric rebondira aussi là-dessus, mais c'est vrai que le réseau fait beaucoup pour faire des affaires ou pour évoluer professionnellement. Quelle est la part aujourd'hui de vos étudiants qui sont en formation initiale et en alternance? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur du 98% d'alternants. Voilà. Donc, on a 1400 étudiants sur toute la France et 18% ont trouvé une alternance. 70% l'ont trouvé via l'école. 30% l'ont trouvé tout seul, mais il y en a que 5% qui l'ont trouvé tout seul sans avoir eu une aide de l'école, c'est-à-dire sans avoir été coaché. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un gros rôle pour accompagner nos étudiants dans cette recherche. On va poser justement la question à Lucas qui, lui, a fait un BTS donc à Subtertiaire avant donc de faire un bachelor en troisième année, un bachelor 3. L'alternance, vous, comment ça s'est passé, Lucas? Racontez-nous. Déjà, vous avez fait un BTS en alternance, hein, et C'est puis ça. cette année en bachelor. Comment vous l'avez-vous trouvé, cette alternance? En BTS? En BTS, ouais. Alors moi, en BTS, en ma première année, c'est grâce à l'école. J'ai commencé mes recherches, je me suis inscrit dans l'école, on devait être en février. J'ai fait 3-4 mois de recherche avec eux et j'ai trouvé ma première alternance, on va dire, en juin, il me semble. Fin juin, j'ai dû la commencer. Mais c'était grâce à l'école, après des coachings que j'ai fait avec eux. Et alors, pour en bachelor? Et en bachelor, c'était pas avec l'école. C'est un ami qui travaillait déjà chez Mercier Promotion, qui a vu le poste s'ouvrir et qui a transféré mon CV directement à Frédéric. Justement, on va peut-être interroger Frédéric sur les attentes d'un entrepreneur, d'une entreprise aujourd'hui lorsqu'il accueille un alternant, particulièrement sur ce métier de développeur foncier. Alors nous, c'est un petit peu particulier parce que nous, c'est un métier de savoir-être plus que de savoir-faire, dans le sens où en fait, il faut être capable d'avoir de l'empathie et de capter le moment. On voit beaucoup trop. Moi, j'ai fait des entretiens quand je recrutais Lucas. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient plus compétentes techniquement
que Lucas, mais que je n'ai pas retenues parce qu'elles étaient dans une posture qui me dérangeait dans l'entretien. Et en fait, nous, on cherche plutôt des têtes bien faites que des têtes bien pleines. On est conscient que les personnes qu'on cherche, je veux dire, quand on a, ce sera confirmé par Charlotte, je pense, mais nous, sur nos métiers, on sait qu'en BTS, on ne va pas recruter. Parce qu'en fait, il y a un manque de, c'est pas que l'élève n'est pas satisfaisant, mais il y a un manque d'expérience, il y a un manque de savoir-être, il y a un manque de vie en entreprise. Quand on passe l'époque du BTS, c'est quelqu'un qui, je parle surtout en alternance, c'est quelqu'un qui a déjà 2 à 3 ans d'expérience dans la vie professionnelle. D'un coup, il va comprendre les enjeux qui sont liés à, par exemple, la voie hiérarchique. Il va savoir gérer sa frustration. Il ne sera pas dans les surréactions quand il est frustré. Et il aura un comportement, c'est-à-dire savoir s'exprimer, être dans l'écoute, être capable de synthétiser une discussion. Et en fait, nous, ce qu'on va chercher chez un élève, c'est plutôt ce qui va véhiculer et un savoir-être. Le savoir-faire, on va lui apprendre. On est conscient que si Lucas, il a travaillé 3 ans dans une société, on ne va pas lui demander ce qu'il a fait dans la société. Nous, on veut qu'il s'adapte à la nôtre. Donc, on va plutôt chercher des capacités d'adaptation et plutôt un savoir-être, encore une fois, qu'un savoir-faire pur et dur, parce que le savoir-faire, on va lui inculquer de toute façon. Charlotte, une réaction peut-être, hein. Évidemment, il faut coller aux attentes des entreprises. Oui, et effectivement, ce que dit Frédéric est vrai. Pour nous, dans chez tous nos clients, le savoir-être est vraiment très important. Après, des métiers, il y a des postes qui sont accessibles dès le BTS, heureusement. Dans la promotion, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est très technique. Donc, ça demande plus de compétences et un bagage supplémentaire. Mais chez toutes nos entreprises, ce qui prime, c'est la posture professionnelle et l'envie. Effectivement, il vaut mieux avoir envie et recruter quelqu'un qui a envie mais qui ne sait pas, plutôt que recruter quelqu'un qui sait et qui n'a pas envie. Donc, on travaille vraiment avec nos étudiants sur ça, et c'est aussi grâce à ça que Lucas a trouvé, parce qu'en fait, ça a toujours été un étudiant très motivé, et c'est aussi c'est grâce, nous, on lui avait donné une aide en BTS, mais c'est lui qui a trouvé parce que c'était quelqu'un de motivé et qu'il a su rester motivé aussi dans ses entreprises. On va découvrir dans un instant le parcours justement de Lucas. De votre côté, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions dans le chat, hein, évidemment, c'est important. Même une réaction, si vous voulez, à ce que vous venez d'entendre, on est évidemment preneur. Juste un mot sur l'accompagnement des étudiants peut-être durant leur formation, parce qu'on a vu, il y a l'alternance, on avait dit que ça représentait 98%, hein. Donc des étudiants sont alternants à Subtertiaire. Comment on les accompagne sur le rythme? Comment ça se passe? Oui, alors chez Subtertiaire, c'est vrai qu'on est très, très proche de nos étudiants, parce que pour donner un ordre d'idée sur la pédagogie, il y a des écoles qui ont 1600 étudiants et 2 responsables pédagogiques. Nous, à Lyon, par exemple, il y a 300 étudiants et il y a 4 personnes dans le service pédagogique. Et 2 responsables pédagogiques avec des assistantes. Donc, pour 300 étudiants, 2 responsables pédagogiques, VS 1600 dans d'autres écoles. Donc, on a vraiment ce suivi individualisé où chaque responsable pédagogique connaît personnellement chacun de ses étudiants. Ça, c'est important parce que, notamment pour les BTS, quand on sort du lycée, le rythme, le changement de rythme, peut-être que Lucas en dira un mot, mais le changement de rythme entreprise, école, est pas évident à suivre. Et donc, c'est important pour nous de mettre un cadre, un accompagnement supplémentaire pour que les étudiants ne décrochent pas. Le rythme, en règle générale, c'est quoi? C'est 3 jours école, 2 jours entreprise, inversement? En BTS, oui, parce que ça Ouais. permet vraiment de garder la continuité entre l'école et l'entreprise. En bachelor, on a 2 rythmes possibles. Soit on a un rythme en jour, soit un rythme en semaine. Et en master, on a un rythme plutôt où on fait 1 ou 2 jours par mois de formation et ensuite une semaine thématique, un peu sous un format MBA, donc dans l'idée d'être un professionnel vraiment en exercice et de venir se former 1 ou 2 jours par mois sur une thématique bien précise. Alors, dans les lives de l'Express Éducation, on aime bien donner la parole aux étudiants parce que c'est vrai que c'est important d'entendre aussi leur retour d'expérience, comment ils vivent l'alternance, comment ils vivent leur étude. C'est Lucas qui s'y colle ce soir. Donc, Lucas, si vous nous rejoignez, est en bachelor 3 à Subtertiaire. Lucas, déjà, peut-être un mot sur votre parcours, voilà, avant le BTS, avant d'intégrer Subtertiaire.
Alors, pour faire court, moi j'ai fait un bac STMG. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bac technologique, option gestion finance. Après, je suis parti directement en fac de droit. Je suis pas parti tout de suite en immobilier, où j'ai fait 2 mois. Je suis resté 2 mois en droit. J'ai arrêté. Je suis parti dans la vente de vêtements. J'ai vendu des costumes de prêt-à-porter chez Isaac. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai été recruté. Enfin, j'ai postulé à Subtertiaire en BTS profession immobilière. Et ça fait maintenant bientôt 3 ans, presque 3 ans, que je suis à Subtertiaire, donc en immobilier, où j'ai commencé donc en transaction pendant 2 ans lors de mon BTS. Et ça fait maintenant bientôt un an que je suis développeur foncier junior chez Mercier Promotion. Pourquoi ce secteur de l'immobilier, Lucas? Alors pourquoi le secteur? Pour moi, c'est mes parents, pour faire ça, mes parents ont toujours été dans l'immobilier. Donc j'ai toujours baigné dedans depuis que j'étais petit. Ils ont monté des sociétés. Et là, actuellement, ils sont encore en immobilier. Et puis c'était quelque chose pour moi on avait toujours euh, le, le sens du commerce, on était très commercial sur la relation avec le client, fidéliser les clients, créer son réseau. Et comme on disait avant, les journées ne se ressemblent pas et c'est ça aussi qui m'anime un peu dans le métier. Avec ce secteur de l'immobilier, encore une fois, qui change, ça vous a aussi attiré? Il y a une vraie mutation? Oui, bah surtout avec, comme disait Frédéric, la loi ZAN, la loi climat et résilience, le développement durable, les villes qui essaient de changer les villes de demain. C'est un autre aspect de l'immobilier que les gens connaissent pas encore et qu'on est obligé de s'adapter aux nouvelles réformes pour pouvoir construire sereinement. Alors aujourd'hui, donc vous êtes en alternance, en bachelor, dernière année de bachelor. C'est ça. Racontez-nous votre quotidien, comment ça se passe? C'est très varié. Les journées, elles se ressemblent pas. Le lundi, comme disait Frédéric, je peux être en appel avec un architecte, je peux demander des faisabilités. Le mardi, je vais étudier un PLU, je vais recevoir un coup de téléphone d'un propriétaire qui souhaite vendre son terrain. Donc, en fait, mes journées, je peux prévoir. En fait, je peux prévoir ma semaine, mais le mardi, ma semaine peut, peut changer pour le reste. En fait, j'ai un coup de téléphone et je suis obligé de faire d'autres choses. Donc, ils vont me faire avoir d'autres tâches. Et mes semaines, il n'y a pas de jour type en promotion, Et qu'est-ce qui en vous plaît dans développement ce foncier. métier? Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier aujourd'hui, c'est surtout créer, c'est surtout urbaniser une ville, créer des logements avec le côté tout ce qui est social, environnement, enfin, réussir à créer une économie dans une ville et avec le contact client, bien évidemment, satisfaire les vendeurs, satisfaire les acheteurs des appartements, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Alors on parlait avec Charlotte de rythme, d'alternance. Vous, c'est 3 semaines d'entreprise, une semaine de cours. C'est Comment vous le ça. vivez? C'est mieux parce qu'en BTS, moi j'étais en 2 jours d'école, 3 jours d'entreprise et j'arrivais pas à me focaliser vraiment sur mes dossiers. J'étais toujours coupé par l'école, j'étais toujours coupé par le contrôle continu, les évaluations, les devoirs qu'on devait rendre. Et là aujourd'hui, le rythme de une semaine, 3 semaines, je peux pendant 3 semaines me concentrer uniquement sur l'entreprise, prendre des rendez-vous. Je suis pas obligé de de me restreindre sur mes rendez-vous. Du lundi au vendredi, je suis en entreprise pendant 3 semaines, donc j'ai plus de liberté, on va dire, dans mes choix. Et c'est un rythme difficile à suivre parfois? Non, c'est assez simple et comment dire, c'est plus pratique pour tout le monde. Est-ce que vous rencontrez tout de même des difficultés là, cette année, Lucas? On va être transparent, il faut le dire, Oui, bien hein, sûr, des, évidemment. des Hein. difficultés Frédéric en quoi? va se muter éventuellement. Non, non, mais pas Des de problème. difficultés sur mes formations, enfin sur la Non, non, formation à sur, Super sur, 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 voilà, votre quotidien. Voilà, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Ah bah, il y a toujours des difficultés, surtout quand on pense quand on est persuadé qu'un dossier marche et qu'au final, bah, il tombe à l'eau 3 jours après parce que, comme on disait au début, le maire veut plus 30 mais 20 logements, ou bah, le projet ne tourne plus, on n'a pas assez de constructibilité, ou alors les bailleurs sociaux ne nous prennent pas assez de logements. Bah, bien sûr, les difficultés, elles se rencontrent à ce moment-là. Et après, c'est les clients, enfin, les vendeurs de terrain ont une vision un peu en fait, avec le Covid, à partir du Covid, les vendeurs ont eu des prix exorbitants de leur terrain, des estimations de gros promoteurs. Et nous, aujourd'hui, quand on arrive en 2025, tu me coupes, hein, Frédéric, si je me trompe, mais quand on arrive en 2025 et qu'on estime le terrain des propriétaires, bah,
c'est toujours inférieur à ce qu'ils ont eu pendant le Covid, quand le marché de l'immobilier était en hausse. Donc là aussi, on rencontre des difficultés aussi pour convaincre le client de travailler avec nous. Lucas, vous avez 21 ans. C'est Frédéric, ça. il a déjà des sacrées responsabilités hein, en alternance, Lucas. Bah alors oui, alors ce qu'on disait aussi, ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, je voyais une question dans le chat, mais en fait, on parlait de stress dans nos métiers. Alors après, ça dépend de quelle constitution on est faite, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a des métiers à résultat. Je veux dire, nous aujourd'hui, notre métier, enfin, si on construit pas, on vit pas. Donc un développeur, c'est un métier à résultat. D'ailleurs, au quotidien, on a des grandes libertés, puisque effectivement, il a de l'autonomie. Je veux dire, Lucas, il passe 3 jours par semaine, il est sur la route, hein, faut pas l'oublier. Moi, à titre, dans mon métier, je fais 90 000 km par an. Donc, enfin, 100 000, c'est presque un routier. Donc, on passe beaucoup de temps livré à nous-mêmes avec une grosse autonomie. Mais en fait, c'est simplement lié au fait qu'on ne peut pas être derrière tout le monde. Et puis surtout, encore une fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie, de l'humain. Et en fait, la relation que Lucas va créer avec son propriétaire, elle lui est propre. Et encore une fois, comme le disait à juste titre Lucas, Lucas, son métier, c'est de nous, quand il rentre dans la société, on lui donne un objectif, c'est de développer entre 50 et 100 logements par an. Donc, ça veut dire qu'envers et contre tout, il doit signer une promesse pour 100 lots. Quand je dis 100 logements, hein, ça peut être un immeuble de 20 logements, ça va faire 20 lots. Donc, effectivement, il a cette autonomie-là. Alors, on navigue à vue avec lui. Hein, on a des points, mais qui sont, je crois, une fois tous les 15 jours. Et encore une fois, quand on est dans le même bureau, parfois, on n'attend pas les points. La réalité, c'est que, et elle est cruelle pour tout le monde, mais nous, c'est un métier où s'il n'y a pas de résultat, eh ben, en fait, le développeur n'est pas conservé dans l'entreprise. Et ça concerne aussi le directeur du développement et l'ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le but même de la société. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu entre le marteau et l'enclume et que quand on a 3 dossiers qui tombent le lundi alors qu'on misait dessus, eh ben la semaine d'après, si vous n'êtes pas motivé parce que vous avez perdu 3 dossiers, en fait, vous vous enfoncez. Et en termes de qualité, comme demandait Charlotte tout à l'heure, bah, le métier du développeur, c'est quelqu'un qui est capable de suivre 3 échecs et de se rappeler le lundi qu'en fait, c'est pas ces échecs qui fait ce qu'il aime, mais il va falloir qu'il relève. Et ça, c'est un tempérament. On ne peut pas l'apprendre à quelqu'un. Ça, on ne peut pas l'apprendre. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Il y a Adrien, il y a Amjed également qui souhaite vous poser des questions. J'ai bien lu vos questions, Adrien et Amjed. On va y répondre dans un instant. Je voulais juste terminer avec Lucas sur son retour d'expérience et peut-être aussi sur l'interroger sur le futur. Là, vous êtes Lucas en Bachelor 3. La suite, c'est quoi? Alors la suite, après mon bachelor, c'est de continuer en master, donc avoir un bac plus 5. Je vais me spécialiser du coup en promotion immobilière, comme l'expliquait Charlotte, donc dans les masters pour devenir donc développement foncier, enfin responsable du développement foncier, ou développeur foncier tout court, enlever le stade de junior. Et puis après, on verra un petit peu, après le master où j'en suis, si j'ai des promesses d'embauche ou pas. Et voilà. Beau parcours en tout cas, hein, Charlotte, celui de Lucas qui a commencé chez vous en BTS. On va prendre les questions, n'hésitez pas. On va se prendre, il reste un quart d'heure, un gros quart d'heure sur ce live. On va prendre toutes vos questions, on va répondre à toutes vos questions sur le métier de développeur immobilier, sur les formations subtertiaires. Et on va commencer par la question d'Adrien qui souhaite vous poser cette question, Charlotte. Il est Adrien, courtier en prêt immobilier. Est-ce qu'il vous pose la question, est-ce que vos étudiants sont amenés à développer de nouveaux partenariats avec des courtiers en crédit immobilier et assurance emprunteur? Oui, tout à fait. On peut être intéressé par ce type de partenaire. Et puis, comme on ouvre cette formation en conseiller financier avec des liens avec les courtiers, on est effectivement preneur d'un échange. Voilà, Adrien, vous avez les coordonnées qui se sont affichées tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à contacter Charlotte et l'équipe de Subtertiaire. Amjed, alors on est vraiment dans le thème finalement aussi de ce rendez-vous. Amjed qui nous écrit au début, j'ai cru que l'immobilier c'était seulement le métier d'agent immobilier. Voilà, et il s'interroge, est-il possible de connaître les différents métiers du secteur de l'immobilier? Alors, on les a présentés tout à l'heure si vous n'étiez pas avec nous, mais c'est vrai que c'est très, très divers finalement, Charlotte, ces métiers d'immobilier. Oui, il y a énormément d'étudiants qui arrivent chez nous en voulant faire agent immobilier. Et puis après, quand ils découvrent ce qui est vraiment le métier d'agent immobilier, ils veulent plus faire agent immobilier parce que c'est pas Kretz, l'agence à la télé, c'est autre chose. Donc, mais ils découvrent d'autres métiers qui les passionnent et c'est vraiment un des métiers de passionnés. Donc, on a effectivement les métiers de la gestion. Donc, quand on doit gérer un immeuble, donc on peut être un intermédiaire entre un
propriétaire et un locataire. On a les métiers du syndic de copropriété, où là, on gère les parties communes d'un immeuble et on gère finalement le dialogue et l'échange entre plusieurs propriétaires. Je fais ça de manière assez simple pour que tous ceux qui sont connectés puissent bien comprendre. On a les métiers de la construction dont on parlait ce soir. Donc, il y a trouver des terrains pour construire. Et puis après, il y a gérer la construction et la vente. Et on a des métiers qui sont plus techniques, par exemple. Donc, ça va être s'occuper de l'entretien technique d'un patrimoine immobilier, puisque un immeuble, ça vit, ça grandit, ça vit, ça vieillit. Et donc, ça doit être entretenu et ça doit faire évoluer. On doit essayer de réduire les consommations énergétiques. On doit essayer de rendre les immeubles plus propres. On doit essayer de les rendre plus accessibles aussi et plus sûrs. Donc voilà, donc il y a énormément de métiers. Donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent aussi contacter l'école si vous cherchez des formations, puisque on peut après, en fonction de chaque personne, développer les différents métiers en fonction des intérêts des uns et des autres. Parce qu'il y en a tellement que là, je pourrais pas tout citer. Amjad, ce qu'on peut vous conseiller, c'est déjà peut-être d'aller faire un petit tour sur le site web de Subtertiaire, voilà, pour avoir une petite idée aussi des formations et des différents métiers. On revient sur ce métier de développeur foncier. Frédéric, question de Johanna, qui vous demande, donc, il y a une partie conséquente du métier qui demande de la prospection. Est-ce que vous pouvez estimer cette proportion ? Oui, alors tout à fait. Je rebondis aussi sur ce que disait Charlotte. Il y a un métier qu'on oublie souvent. Moi, j'ai eu la chance d'exercer beaucoup de métiers dans la promotion immobilière. Il y a aussi le métier de directeur technique que moi, j'ai occupé pendant longtemps, qui consiste à l'achat. En fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, le promoteur, il est amené à faire de l'achat. Et en fait, l'achat, c'est simplement quand on a déposé un permis de construire, en interne, on monte ce qu'on appelle un DCE, c'est le document de consultation des entreprises. Et en fait, on achète des prestations. C'est un métier qui est assez sympa parce qu'on est acheteur. C'est comme le métier de développeur. En fait, on est en position d'acheteur. Donc, c'était juste une aparté. Pour la partie conséquente du métier, alors après, ça dépend, mais aujourd'hui, on part du principe que sur une journée de 5 jours, la prospection, ça représente au moins 50%. Alors, ça peut être une prospection qui est simplement faite par rapport à des terrains qu'on a identifiés et on va se déplacer sur site. Ça peut être une prospection qui est d'ordre relationnel, parce que quand on discute avec son géomètre, quand on discute avec son architecte, quand on discute avec un élu de la commune, ou simplement quand on discute avec la boulangère pour savoir s'il y a des terrains à vendre sur la commune, c'est aussi une forme de prospection. Et le relationnel en fait partie, mais c'est au moins 50%. Sans prospection, il y a encore des développeurs qui aujourd'hui vous diront, et ça s'entend dans beaucoup de sociétés, qui vous diront qu'ils font du relationnel, mais ça, c'est des prospecteurs des développeurs qui ont 15, 20 ans, 30 ans de métier et qui ont un tel réseau qui commencent à se passer de la prospection, pas parce qu'ils n'en ont pas utilité, mais parce qu'ils sont tellement saturés par les offres qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de prospecter en plus. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes-là, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en off, ils ont une armée qui prospecte pendant qu'eux, ils font du relationnel. Donc, au final, on est toujours sur le même ratio. C'est au moins 50% de prospection minimum. Lucas, comment vous vivez, vous, cette partie prospection ? Au niveau de la prospection, oui, je rebondis sur ce que disait Frédéric, c'est au minimum 50%. Comme on le disait, je suis au minimum 3 jours par semaine sur le terrain. Donc moi, je développe l'Isère et le Nord-Isère. Je fais à peu près 1200 km par semaine en voiture. Donc oui, la prospection, pour moi actuellement qui débute le métier, c'est pas 50%, mais c'est bien 60-70% de mon temps entre les relances propriétaires, entre aller voir les terrains, aller voir les mairies, les architectes, les urbanistes. Ça me prend énormément de temps. Voilà pour répondre à votre question, Johanna. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce métier de développeur foncier. Autre question, Amjad, qui tout à l'heure justement posait la question autour des métiers de l'immobilier et de leur diversité. Amjad qui souhaite savoir, est-ce que parmi les métiers de l'immobilier, est-ce qu'on a, alors là je comprends pas trop, vous allez peut-être m'éclairer, mais est-ce qu'on a toujours, est-ce qu'il faut être toujours en relation avec les crédits à intérêt usuraires ? En fait, c'est Éclairez-nous peut-être, Frédéric. Alors non, mais en fait, il fait référence au taux d'usure dans le cadre de la contraction d'un prêt. Mais en fait, il est évident qu'aujourd'hui, on a 2 typologies de sorties commerciales trois typologies de sorties commerciales quand on est un professionnel de l'immobilier. Soit vous vendez à un particulier, donc auquel cas, le taux d'usure s'applique, puisque
le contractant du prêt, il est quand même soumis au taux d'usure. Soit vous vendez en sortie commerciale à un bailleur social. Donc le bailleur social, soit il fait du locatif, mais il est aussi soumis à un taux d'endettement. Alors c'est différent. En fait, c'est les dotations de l'État qui sont limitées dans l'année, et en fonction de la typologie de la sortie commerciale. Alors je rentre un peu dans le technique, mais si c'est du PSLA, si c'est du LLI, des choses comme ça. Et puis après, on a une troisième partie, c'est des investisseurs externes, type du gestionnaire, qui voudrait faire du logement inclusif, de la résidence étudiante, de la résidence intergénérationnelle, de la résidence jeune actif, et qui de toute façon sera aussi soumis à des règles de financement. Donc en fait, on se rend bien compte, et c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'en fait, il y a une réalité et une volonté avec un contexte géo-écono-politique, si on peut dire ça comme ça. Mais le nerf de la guerre, ça reste comme la financiarisation. Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'équilibre financier, vous avez beau avoir toutes les bonnes intentions du monde pour une nouvelle ville écologique, etc. Si l'équilibre n'est pas financier, le promoteur ne pourra pas construire. Et même de toute façon, le propriétaire terrien qui vend son terrain n'aura pas de sacrifier le prix de son terrain sur l'autel de la bienséance, de l'écologie, etc. Donc c'est pour ça que la notion d'empathie, de compréhension, d'analytique, de vision globale, elle est importante, et encore plus dans la relation humaine. Voilà, Amjad, j'espère que ça répond en tout cas à votre question. Il nous reste, allez, moins de 10 minutes sur ce live. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais pour poser vos questions à nos intervenants ce soir. Je reviens sur votre témoignage, Lucas. On a voilà, des lycéens. J'ai vu tout à l'heure, on avait un lycéen de Strasbourg qui nous regardait. On a aussi des professionnels manifestement de l'immobilier qui cherchent peut-être aussi des reconversions. Quel conseil donneriez-vous, vous, justement, Lucas, à celles et ceux qui souhaitent rejoindre ces métiers d'immobilier? Alors, des conseils, je donnerais surtout, il faut être curieux et proactif. Faut pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser au métier. Et il faut pas juste, comme disait Charlotte, chercher une alternance. Il faut chercher aussi l'environnement qui nous plaît, qui nous passionne, pour pouvoir en fait construire notre réseau, s'intéresser également à l'urbanisme, à l'actu immobilière, s'intéresser au développement foncier, s'intéresser au PLU et connaître un petit peu tous ces aspects-là avant de postuler en promotion, parce que il y a des gens qui sont pas faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour ça, et ce serait dommage de juste postuler à une alternance pour avoir une alternance et au final se retrouver 6 mois après avec quelque chose qui ne nous convient pas. Alors là, on l'entend, Lucas, lui, a commencé par un BTS, Charlotte. Il finira, on lui souhaite, j'espère, avec un master. Voilà, On n'en c'est tout doute ce qu'on peut pas. vous souhaiter. On n'en doute pas, Lucas. Justement, est-ce qu'on peut rejoindre Subtertiaire en master sans avoir une formation dans l'immobilier? Oui, je rebondis juste sur ce que disait Lucas parce que c'est intéressant, le mot proactivité. Effectivement, il faut être proactif dans sa recherche d'alternance parce que même si l'école aide, elle ne fait pas tout. Et aussi au sein de son entreprise parce que c'est vraiment l'étudiant qui va créer son poste. On l'a vu, Lucas a beaucoup de responsabilités, mais c'est parce qu'il s'est montré responsable que Frédéric a pu lui confier des responsabilités. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, j'insiste sur ça. Et donc, vous me disiez, donc, la question, c'était… Justement, voilà, concernant l'entrée à Subtertiaire, si on souhaite, Oui, par exemple, entrer oui, en master, est-ce qu'on peut le faire sans avoir oui, du tout on avoir fait peut. un BTS profession immobilière, par exemple? Oui, on Bachelor. peut. Oui, on peut. C'est tout à fait possible parce que, alors, je l'avais vécu moi aussi quand j'ai fait mes études, parfois des classes avec des parcours un peu divers, c'est très enrichissant et chacun apporte. Donc, il y a des parcours qui sont plus adaptés que d'autres, donc des étudiants qui viennent d'économie, de commerce, de droit, d'architecture aussi, d'urbanisme, et puis d'autres qui seront moins adaptés. Voilà. On va prendre deux questions. Alex, qui déjà nous dit que ce live est super intéressant et elle vous remercie pour tous les conseils. Voilà, merci à vous trois. Alex est actuellement à la recherche d'une alternance dans l'immobilier à partir de la rentrée. Elle est motivée, prête à apprendre sur le terrain. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, nous écrit-elle. Voilà, elle est à la recherche d'une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller là, Alex? Eh bien, elle a déjà dit c'est une très belle phrase, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ajouterais, voilà, plus il y a de non, plus on se rapproche du oui. Effectivement, il faut rien lâcher, il faut toujours rester très motivé. Moi, je dis toujours aux étudiants, une fois qu'on
il faut faire beaucoup de recherches. Et le jour où on trouve son entreprise, c'est aussi le hasard est bien fait, quoi. C'est aussi parce que c'est une entreprise avec laquelle on match. Donc, c'est important de bien se renseigner sur les entreprises auxquelles on postule et aussi de bien se préparer, mais de rester soi-même. Donc, de se présenter tel qu'on est pour que ça matche avec le recruteur, parce que parfois, on a des étudiants qui sont vraiment top, mais qui, contrairement à Lucas, qui était très à l'aise dans les entretiens, on met le masque du stress, et le jour où ils sont en entretien, ils ne sont plus du tout... Ils n'arrivent plus à montrer tout leur potentiel. Donc voilà, moi, je recommande de bien se préparer pour ne pas être stressé et arriver à se montrer tel qu'on est lorsqu'on prospecte des entreprises et lorsqu'on passe ces entretiens. Alors, Alex, qui est un homme, un garçon, pardonnez-moi, Alex, voilà, comme il y avait motivé, voilà, c'est pour ça, voilà. Pardonnez-moi, Alex, mais en tout cas, j'espère que ça vous donne des bons conseils. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à contacter l'équipe de Subtertiaire. Peut-être un mot, Frédéric, justement, on parlait de recrutement. Charlotte, voilà, nous faisait part, hein, finalement, aussi, peut-être d'avoir ces deux visages et d'être pas forcément toujours à l'aise lors d'un entretien. Alors moi, je sais que je pratique l'accessibilité, j'ai un style de management qui est plutôt paternaliste, donc j'essaye quand même de mettre les élèves à l'aise lors de l'entretien, mais je les pousse aussi dans les retranchements, donc souvent je sors très vite du contexte professionnel, je vais plutôt les questionner sur leur vie privée pour essayer d'avoir des réponses qui sont plutôt spontanées et directes, plutôt que, comme disait Charlotte, d'avoir quelqu'un en fait qui joue un jeu, une comédie, qui essaye d'être dans un personnage et en fait je sonderai pas qui il est. Après, il y a quand même une réalité aussi sur ce qu'on disait en préambule, hein, il y a aussi une réalité, c'est que le savoir-être, ça se voit tout de suite. Dire bonjour, serrer la main, attendre que l'autre s'assied avant de s'asseoir, être en avant sur sa chaise, regarder dans les yeux, être loquace, avoir une bonne diction, prendre de quoi noter. Je veux dire, à quelqu'un qui vient d'entretien sans prendre de quoi noter, moi, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Je cherche même pas à savoir qui c'est il sort. Parce qu'en fait, s'il ne le fait pas pour un moment important de sa vie, comment est-ce qu'il va pouvoir défendre les intérêts si demain il est chez un propriétaire? Donc ça reste encore une fois du savoir-être. C'est important. Et après, pour finir dessus, j'ai un peu le même adage que Charlotte. Moi, je pars du principe que ceux qui arrivent, c'est pas ceux qui ont de la chance. En fait, ceux qui arrivent, c'est les plus endurants. C'est rarement le meilleur qui réussit. Celui qui réussit, en fait, c'est celui qui abandonne pas. On peut être très bon, un très bon peut se démotiver, pardon. En revanche, quelqu'un qui est endurant, même s'il est un peu moins bon que les autres, l'endurance, elle paiera toujours et surtout, ça se remarque beaucoup plus que l'intelligence ou la pertinence. Merci Frédéric pour tous ces conseils. J'espère que vous avez bien noté. Voilà, c'est intéressant. On va prendre une toute dernière question, la question d'Axel, qui souhaite savoir, alors je pense que cette question s'adresse à vous, Charlotte. Est-ce que l'intelligence artificielle a une place dans vos métiers, dans les métiers de l'immobilier? Et si oui, comment l'utilisez-vous? Alors, peut-être poser la question à Charlotte au niveau des formations, puis aussi à Frédéric. Oui, alors dans les formations, on l'inclut en effet dès le bachelor avec une journée dédiée à l'IA. Et sur les masters, il y a même 3 jours qui sont dédiés à l'IA avec un IA Game. Et donc, une petite compétition entre étudiants grâce à l'IA. C'est quelque chose qu'on a pris en compte. Je sais que les entreprises s'en servent de plus en plus, même si ça ne remplace pas tout, parce que maintenant, tout le monde a accès à toute l'information. Donc, ce qui est important pour les entreprises, c'est que leurs collaborateurs sachent exploiter l'information pour conseiller au mieux leurs clients, parce que c'est ça notre plus-value maintenant. Voilà, je laisse Frédéric compléter pour sa partie métier. Nous, en fait, l'IA, alors pour nos métiers aujourd'hui, c'est plutôt de la big data que de l'IA. En fait, aujourd'hui, on arrive à avoir sur les segments de big data du recoupement d'informations qui permettra, alors on nous vend comme ça aujourd'hui, mais qui dira qu'à terme, on saura identifier la potentialité de vente de terrain parce qu'on aura identifié que la personne qui suit tel traitement avec tel médicament, qui a tant d'enfants, qui est dans telle génération, elle arrivera telle à la fin de sa vie et potentiellement, on saura que son terrain sera en vente. Après, ça reste quand même de l'ordre de la fabulation parce que la réalité, c'est que rien ne remplace la relation humaine
Et aujourd'hui, nous, notre métier de développeur, c'est d'aller chez les gens et de gagner leur confiance. Dans le cadre de succession, aucun robot ne pourra identifier les besoins d'une petite dame qui cherche à transmettre son patrimoine à ses enfants. Donc, je suis toujours un peu limité. Après, en revanche, en ce qui concerne les techniques de construction et surtout au niveau architectural, nous, on a le BIM qui vient de plus en plus en ce moment. Donc, c'est tout ce qui est conception informatisée. Et ça, aujourd'hui, oui, ça vient. Mais après, ça reste quand même pour des gros ensembles immobiliers. Malgré tout, le métier de l'immobilier, c'est pas construire que des immeubles de 50 étages. Il faut quand même savoir qu'une grosse partie du parc actuel, c'est des logements qui dépassent pas 1 ou 2 étages avec un étalement urbain qui a eu lieu pendant des années. Donc, oui, à moindre mesure, mais quelqu'un qui détient beaucoup d'informations et qui ne sait pas servir de son cerveau, et ben en fait, ça, pour paraphraser Charlotte, mais on peut avoir autant d'informations qu'on veut, si on ne sait pas les mettre dans l'ordre, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, métier où l'humain a encore de la place, en tout cas, on le comprend, c'est ce métier de développeur foncier. Si vous n'avez pas d'autres questions, il est un peu plus de 19 h, on va conclure ce live. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir partagé vos expériences, de nous avoir présenté également Subtertiaire. Lucas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite là? D'avoir mon bachelor, premièrement, d'obtenir mon bachelor et puis de réussir mon master. Merci, en tout cas, on vous le souhaite évidemment, Lucas. Merci beaucoup. Frédéric, voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé votre expérience et votre passion aussi, parce qu'on l'entend, votre passion pour ce métier et pour ce métier. Oui, bah moi, c'est pareil. Ce qu'il me faut souhaiter, c'est beaucoup de terrain parce que malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Donc, comme on a dit, métier à résultat, je ne vais pas demander le contraire. Et puis, surtout aussi, j'espère un climat politique qui ira un peu dans le sens de l'immobilier parce que politiquement, on n'est pas très aidé aussi actuellement. Et pour conclure, Charlotte, on vous laisse le mot de la fin. Ben, merci pour cet échange qui était très intéressant avec Lucas et Frédéric. Voilà, bah, nous, on est prêt à accueillir des étudiants motivés qui se seront bien renseignés sur les métiers et qui auront envie de tout donner pour réussir. En tout cas, les équipes de Subtertiaire sont vraiment investies et impliquées dans la réussite de ces étudiants-là. Voilà. Et vous l'avez compris aussi, l'immobilier, ce n'est pas que vendre des logements, c'est aussi participer à la fabrique de la ville de demain. J'espère en tout cas que voilà, on l'a bien perçu ce soir dans ce live. Je voulais vous remercier, vous tous qui nous avez suivis. Vous dire également que vous allez tous recevoir, si vous n'étiez pas avec nous, notamment au tout début de ce live, eh bien, en fait, un lien, pour le replay. Comme ça, vous pourrez voir encore une fois ce live. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également partager ce lien de replay à tous. Voilà, merci infiniment également à Fadeli qui était modératrice de ce live et puis à très bientôt pour un nouveau live, l'Express Éducation. Merci à tous, passez une belle soirée. Merci, au revoir.